je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 213 du podcast Je peux pas, j'ai business. Comme toujours, je suis absolument ravie de vous retrouver pour l'épisode d'aujourd'hui. Épisode un petit peu spécial puisque j'ai l'honneur d'avoir Antoine BM comme invité sur le podcast. Et Antoine BM, vous allez très vite le comprendre, c'est quelqu'un qui a joué vraiment son rôle dans le développement de The Bee Boost et tout particulièrement dans le développement de ce podcast. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, puis on aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes quand je ferai sa présentation. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a une petite sensation aujourd'hui de la boucle est bouclée et de clôture d'un chapitre. Et une fois n'est pas coutume, le format de cet épisode est un petit peu spécial puisque j'ai décidé de le co-construire avec vous. Une fois que j'avais booké Antoine comme invité sur le podcast, je vous ai fait une story Instagram où je vous ai demandé quelles sont les questions que vous aimeriez lui poser. Je les ai toutes notées et c'est ce qui a drivé et un petit peu été le fil rouge en fait de tout notre entretien. Donc préparez-vous à entendre un épisode où on va à la fois parler de business, que de futur du marché, que de comment on recrute, que de comment est-ce qu'on crée du contenu, de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un business décolle ou pas, de la vision d'Antoine de son marché, de l'entrepreneuriat qui est très spécifique à lui et hyper intéressante à entendre et à analyser, un peu nos points de vue à tous les deux qui bien souvent, vous allez voir, ne sont pas raccords du tout parce qu'on a deux manières très différentes de voir le business et pourtant très complémentaires. Bref, un espèce de chit-chat business et j'espère que cette conversation vous plaira autant que moi j'ai pris de plaisir à l'enregistrer. Et sans plus de transition, je vous laisse écouter mon interview avec Antoine BM. Hello Antoine, bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Comment vas-tu ? Salut Aline, ça va, merci pour ton invitation. Mais merci à toi d'avoir accepté, surtout que j'avais déjà tenté ma chance il y a à peu près, je crois, 2 ans au tout début du podcast. Et évidemment, je m'étais pris un vent. Je sais pas si tu consultes tes DM Instagram des fois ou pas. Non, j'ai un gros problème avec les messages privés. Vraiment, j'y vais une fois par an et je rate plein de trucs à cause de ça, mais j'ai pas le choix, quoi. Sinon, j'arrive pas à m'en sortir. Promis, je t'en ai pas trop voulu, surtout que tu es là aujourd'hui. Donc, merci d'ailleurs de nous faire l'honneur. J'ai pour habitude de présenter moi-même mes invités. C'est le moment de vous passer un petit peu la pommade et de vous montrer un petit peu l'ambiance sur le podcast. J'ai préparé ma petite intro. Est-ce que tu es prêt ? Vas-y, avec plaisir. Là, vous voyez pas, mais il vient de me faire les gros yeux en mode « À quoi je dois m'attendre ?» T'inquiète pas, c'est que du bon. Vas-y. Antoine, tu as un titre honorifique sur ce podcast que tu ignores. Tu es le parrain de ce podcast, mais pour de vrai. Parce que je me souviens, comme si c'était hier, c'était l'été 2018, j'étais au bord de ma piscine, je binge-écoutais tous tes épisodes de podcast, et je me souviens t'entendre dire, ça faisait 1 mois que j'avais lancé The Bee Boost, c'était qu'un petit blog, c'était pas du tout mon business à temps plein, et je me souviens t'entendre dire, le podcast c'est le format du futur. Et moi, de tout de suite répondre en me disant, je vais créer un podcast, on verra bien ce que ça donne. Je te laisse voir ce qui s'est passé 3 ans plus tard. Le podcast a dépassé les 2 millions de téléchargements, top ranking sur Apple Podcasts, etc. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de te recevoir du coup comme parrain. Donc merci pour ça. Quel honneur. Comment tu te sens ? Quel honneur, ça me fait plaisir parce que j'adore ce format-là, c'est mon format préféré en tant que consommateur de contenu. Et bravo de l'avoir tenu parce que des gens qui lancent un podcast, t'en trouves partout. Mais des gens qui tiennent un podcast pendant plusieurs années, c'est pas facile et ton podcast c'est d'une excellente qualité, donc vraiment je suis très heureux. Eh bien, écoute, tu as grandement joué ton rôle là-dedans, donc pour moi la boucle est un petit peu bouclée avec cette interview et c'est un vrai bonheur. Du coup, j'entame les présentations un petit peu plus précises. S'il y avait une expression pour définir Antoine BM, pour moi ce serait connu comme le loup blanc, en tout cas dans le milieu de l'infoprenariat. Pour moi, tu es à la fois un créateur de contenu et un business model à toi tout seul. On aura l'occasion d'en reparler. Tu as une chaîne YouTube pour laquelle tu es principalement connu, où il y a plus de 170 000 abonnés, en tout cas quand j'ai fait mon relevé la semaine dernière. Tu as réussi à atteindre le 1 million d'euros en 2022 en travaillant quasiment tout seul. Donc ça aussi, c'est un truc où j'ai énormément de questions à te poser. Et surtout, tu étais un des premiers à faire la promotion du contenu quotidien, chose que tu as répété encore et encore avec à la fois ton succès sur YouTube, sur le podcast, sur Instagram. Tu vends aujourd'hui des formations en ligne autour d'une seule mission, c'est aider les créateurs et les passionnés à gagner en liberté et en indépendance en les aidant à transformer leur passion en revenus. Ton business model est simple, tu comprends un système, tu le maîtrises, tu crées une formation autour, tu la vends et en repeat. Combien de formations tu sors en ce moment ? Par mois à peu près ? Une par mois, je suis passé à un mode un peu plus calme. Avant c'était une par semaine, c'est ça hein ? C'était une toutes les 2 semaines. C'est pour ça que je dis, pour moi tu es un business model à toi tout seul.
Et j'avais vraiment envie de varier un petit peu les formats en fait avec cet épisode de podcast parce que tu as énormément de choses à partager, de retours d'expérience à faire, de valeurs à délivrer plutôt que d'avoir une trame un petit peu basique comme celle que tu peux avoir souvent dans l'interview. J'ai interrogé la communauté The Big Boost et je leur ai dit il y a Antoine qui débarque sur le podcast. Quelles sont les questions que vous avez envie de lui poser? Et je les ai toutes listées. Est-ce que tu es prêt pour ce format? Vas-y, avec grand plaisir, quand tu veux. Est-ce que j'ai loupé quelque chose dans la présentation où tu t'es dit comment elle a pu passer à côté de ça, quoi? Non, pas du tout. Ça me fait plaisir. C'est toujours un peu bizarre d'entendre quelqu'un faire sa présentation et nous décrire comme étant une personne, entre guillemets, connue de sa thématique. C'est quelque chose qui est très difficile à percevoir de mon point de vue, en tout cas. Et donc, ouais, T'as pas l'impression d'être connu dans ta thématique? J'ai l'impression d'être connu, mais vraiment seulement dans mathématiques, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'en dehors de mathématiques, personne me connaît et j'ai jamais réussi à passer ce mur de verre de YouTube qui fait que tu sors de ton moule, de ta niche, quoi. J'ai l'impression d'être resté dans mathématiques, ce qui moi me convient très bien parce que j'aime bien travailler en famille et j'aime pas trop être j'aime pas être une star, quoi. C'est pas un truc qui m'attire plus que ça. Par contre, j'aime bien être reconnu comme étant voilà, un pionnier ou quelqu'un de compétent dans son domaine. Donc, ça me va, ce si ça peut te rassurer, moi, je ne traîne quasiment jamais sur YouTube. C'est un comble, mais c'est la vérité. Et pourtant, pour moi, tu fais partie des pionniers dans l'infoprenariat, en tout cas. J'ai une première question pour toi, qui est une question un petit peu perso. Et c'est la première question que j'ai reçue, donc je la pose en premier. Elle est challengeante, mais quelqu'un m'a dit, est-ce que le parcours d'Antoine est réel? Parce que quand je vois sa pub et celle d'autres entrepreneurs qui lancent des « ouais, j'ai gagné 1 million d'euros », etc., je suis sceptique. Après, Aline, si ça se trouve, tu le connais, j'ai tort, mais je ne sais plus qui croire dans tout ce qu'on voit en publicité. Donc là, il y a une double question, c'est déjà, est-ce que ton parcours est réel? Et surtout, c'est quoi un petit peu ton point de vue sur ces promesses qu'on peut voir aujourd'hui dans toutes les pubs qu'on va tourner de je vais te faire 1 million d'euros en 10 secondes, quoi. Je comprends parce que en fait, c'est difficile de savoir si les gens disent la vérité ou pas. Surtout dans mathématiques où il y a quand même voilà, beaucoup de personnes qui sortent un peu nulle part, on sait pas trop ce qu'ils font, on sait pas trop ce qu'ils disent, parfois c'est un peu louche, il y a aussi pas mal d'affaires, pas mal d'histoires. Enfin, on est dans une thématique où voilà, les gens font plus confiance, ils ont raison parce que c'est très difficile, tu vois. Il y a un niveau aussi de sophistication face au marketing, face au copywriting qui est très, très, très élevé par rapport à d'autres thématiques voilà, où le marché est encore relativement pur. Et donc, c'est normal. Et si tu veux, moi, j'aurais beaucoup de mal à mentir sur ces trucs-là parce que je passe mon temps à raconter ma vie, tu vois. Vraiment, je passe mon temps à faire ça. Je fais des vlogs de 40 minutes dans lesquels je raconte mes journées. Je montre, voilà, combien j'ai fait avec la dernière formation. Je filme mon écran avec ma caméra, ça bouge et tout. Enfin, si je voulais mentir sur mes chiffres, je serais vraiment un génie du mal, quoi. Ce serait vraiment énormément de travail, si tu veux, pour essayer de faker tout ça. Et donc, c'est plus simple pour moi de dire la vérité. Maintenant, évidemment, je vais donner les chiffres qui m'arrangent, quand ça m'arrange. Si je fais une mauvaise année, je ne vais pas forcément le dire. Quoique, j'avais fait une vidéo l'année dernière pour dire que j'avais un chiffre d'affaires en baisse. Mais évidemment, ça fait partie de mon marketing, ça fait partie de mon branding. C'est aussi pour faire rêver les gens, c'est aussi pour les inspirer. Donc, bien sûr qu'il y a un storytelling et bien sûr que je vais mettre en avant les choses qui, pour moi, voilà, vont contribuer à construire le branding que j'ai envie de construire autour de mon nom. Maintenant, tout est vrai. Et je pense que les gens qui me suivent de près le savent parce que j'ai un contenu qui est très personnel. Je suis très transparent, je passe beaucoup de temps à partager mes résultats. Et voilà, ce serait compliqué, si tu veux, pour moi de commencer à distiller des mensonges dans mon storytelling. Alors, la limite entre storytelling, justement, comme tu dis, montrer ce que tu as envie de montrer, pas montrer le reste, et transparence, authenticité, parfois est un petit peu fine. Par exemple, quel est ton avis, et je vais citer un exemple très concret, sur ces personnes qui font un lancement, par exemple le premier lancement de leur vie, le lancement est à 30 000 euros, et qui disent « ouais, je fais des mois à 30 000 euros ». Ce qui en soi est faux, parce que tu l'as pas fait avant et tu le feras pas forcément après. Est-ce que toi, c'est le genre de liberté que tu prends ou pas, en toute honnêteté? Pas là-dessus. Ouais, c'est comme les gens qui ont fait 80 000 euros une fois en un mois et qui disent voilà, maintenant je fais 1 million d'euros par an. Bah, tu as fait 80 000 euros ce mois-ci, mais est-ce que tu vas le faire le mois prochain, le mois prochain, le mois prochain? C'est compliqué. Moi, si tu veux, ça me choque pas que les gens fassent ça parce que il y a pas, si tu veux, c'est pas écrit noir sur blanc. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de frontières claires et définies. Donc forcément, on veut toujours aller un petit peu plus loin. Maintenant, je pense que quand tu veux juste vendre une formation et ensuite disparaître, bah, tu peux dire ce que tu veux, on s'en fiche un peu. Mais si tu veux quand même être là sur le long terme et si tu veux être crédible aux yeux de ton public, de ton audience, il vaut mieux se mettre ses propres limites et il vaut mieux se dire non, ça, je ne vais pas le dire, ça va un peu trop loin. Donc, je ne saurais pas te dire exactement où est la frontière. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça m'arrive souvent dans une page de vente d'avoir envie de dire quelque chose ou de faire un storytelling autour de quelque chose qui va m'aider à vendre la formation et de me dire
non, ça je peux pas parce que c'est abusé, quoi. C'est pas correct vis-à-vis de mon audience, vis-à-vis des gens qui me connaissent et ils vont trouver ça abusé et voilà. J'ai pas envie de projeter Le ça auprès karma de mon aussi, audience, hein. c'est tout. Retour de karma, attention. Je continue un petit peu mes questions. J'adore le fait qu'on soit rentré directement dans le vif du sujet. Donc là, j'ai traité un petit peu toutes les questions autour du marché de l'infoprenariat, de ton business model, etc. Donc aujourd'hui, ton business model, Ouais. on l'a cité, c'est principalement de vendre des petites formations, donc des petits produits. Tu commences à les sortir, généralement, c'est en promotion à 97 € pendant la plupart du temps pendant quelques jours ou une petite semaine. Ensuite, ça passe à un tarif plus cher. Et puis, des fois, tu les remets en promotion. Est-ce que tu penses que ce business model des petits produits va rester viable dans les années qui arrivent? Ou est-ce que tu sens venir qu'avec la sophistication des formations en ligne, des gros programmes, des accompagnements à étiquette, etc., c'est quelque chose qui va devenir plus compliqué pour toi? Et peut-être que même c'est quelque chose que tu as potentiellement ou non commencé à ressentir. Moi, j'y crois pas énormément à la théorie de la sophistication des formations, parce que je pense que la formation, c'est pas un produit d'expérience. C'est pas comme un film ou une série ou une musique, où évidemment, si tu veux faire un film tout seul dans ton garage, tu vas avoir beaucoup de mal à faire un blockbuster, quoi. Il faut du budget, il faut une équipe, c'est un niveau de sophistication qui est extraordinaire. Mais quand les gens vont voir un film, ils viennent pour le film. Ils viennent pour l'expérience du film, pour passer un bon moment. Je pense pas, en tout cas, je pense que la plupart des gens, peut-être 80% des gens qui consomment des formations, c'est pas parce qu'ils aiment consommer des formations. La plupart des gens ne sont pas forcément scolaires, ils aiment pas être assis comme ça, écouter quelqu'un parler pendant 2 heures, c'est pas forcément quelque chose de fun. Et d'ailleurs, il y a un niveau de procrastination sur les formations qui est énorme et la plupart des gens suivent même pas les formations qu'ils achètent, je pense que c'est pour cette raison. Et en fait, les gens, je pense, fondamentalement achètent une formation pour le résultat. Pas pour l'expérience, mais pour le résultat. Et donc, je crois que un mec tout seul dans sa chambre qui a découvert un truc, un secret, un machin, qui peut vraiment lui permettre d'obtenir des résultats dans sa vie, dans son activité, dans son domaine, et qui va réussir à faire une formation qui dévoile ce secret, même si c'est fait complètement à l'arrache, même si c'est fait avec la webcam de son ordi, comme ça, avec un micro pourri, et qui réussit à transmettre ce mystère dans sa page de vente et à séduire les gens, il peut faire un carton et il peut faire infiniment plus de ventes que quelqu'un qui a mis 10 000 euros dans la création de sa formation, qui a mis toute une équipe autour, qui a fait une formation en 27 modules de 2 heures. Voilà, je pense qu'on se trompe en fait de course quand on fait de la formation et qu'on vise la sophistication. Je pense que ça vaut plus le coup de faire des formations simples et faites relativement rapidement, mais de passer du temps sur la recherche et sur l'expérience pour trouver des nouvelles méthodes, pour essayer d'innover dans sa thématique, pour trouver des solutions, des raccourcis, des choses qui vont passionner les gens. Donc moi, je suis plus dans cette approche-là et c'est pour ça que les petits produits, ça me plaît beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est plus sur des produits à 200 euros que je vends une fois par mois, donc c'est un peu plus gros que ce que je faisais avant. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est je vais ratisser un truc, je vais essayer de comprendre des trucs que les gens n'ont pas forcément encore compris dans ma thématique, ou alors d'appliquer un truc à ma thématique et d'en faire une formation avant tout le monde sur ce sujet-là et de la vendre. Et le fait d'avoir plein de petits produits comme ça me donne énormément de données sur ce qui marche et ce qui ne marche pas dans ma thématique. Et donc, ça m'a permis de me former avec du réel extrêmement rapidement. Et donc, aujourd'hui, de savoir avec un taux de succès quasi de 100% si une formation va marcher ou pas quand je la lance. Donc, ça m'arrive de faire une formation sur un sujet que je n'ai pas encore testé, donc c'est complètement hasardeux. Mais une fois, si c'est une formation sur un sujet que j'ai testé, je sais si elle va marcher ou pas, juste parce que j'ai lancé suffisamment de formations sur ce sujet pour avoir de la data là-dessus. Donc, je pense qu'il y a deux façons de faire sur la formation aujourd'hui. On voit vraiment les deux tableaux différents. Il y a les gens qui visent sur des gros programmes, qui misent sur des gros programmes, qui vont faire des programmes à plusieurs milliers d'euros avec de l'accompagnement, parfois avec du coaching inclus, qui vont se dérouler sur des semaines avec des zooms, des trucs. Moi, c'est pas mon truc parce que c'est un engagement derrière et moi, je suis plus un créateur de contenu qu'un formateur, donc j'ai pas envie de m'engager là-dessus. Et puis, il y a les gens qui sont plus des explorateurs de leur thématique, qui vont tester, qui vont découvrir des trucs, qui vont le mettre rapidement dans les petits produits vendus de manière intense avec des noms originaux, etc. Pas trop cher. Et moi, c'est mon approche et je pense que les deux peuvent tout à fait cohabiter. C'est hyper intéressant ce que tu dis et surtout que j'adore parce que c'est un débat qu'on pourrait avoir même toi et moi parce que moi je suis de la team gros produit, accompagnement, mentorat, coaching, etc. pendant des mois. Toi tu es de la team petit produit que j'ai essayé de faire mais en fait je me suis pas du tout reconnue dans ce business model là donc hyper intéressant. J'ai peur de dire une bêtise, tu as sorti une formation sur ChatGPT, non? Ouais. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est bien ce que j'avais. Est-ce que tu accepterais, parce que là, clairement, c'est le genre de truc, j'imagine, où tu as vu arriver l'opportunité, tu t'es dit, il faut que je sorte une formation très rapidement, avant tout le monde, sur le sujet. Est-ce que tu arriverais en quelques minutes à nous guider à travers comment est-ce que tu as fait tes recherches, parce que ça venait d'exploser, comment est-ce que tu t'es formé dessus, comment est-ce que tu as packagé ça en formation, combien de temps ça t'a pris, etc. Alors, pour voir comment tu abordes ce genre d'opportunité. Alors, ta question, elle est intéressante parce que pour cette formation en particulier, je vais être honnête avec toi, j'aurais pas dû la lancer si vite, j'ai fait une erreur et j'ai proposé un remboursement à tous les élèves et il y en a à peu près la moitié qui l'ont pris.
qui ont demandé le remboursement. Pour une raison simple, c'est que justement, j'ai voulu aller trop vite avec cette formation. J'étais très enthousiaste autour de cette technologie, mais j'avais pas suffisamment d'expérience pour faire la formation moi-même. Et donc, je suis allé voir quelqu'un qui avait plus d'expérience que moi pour cette formation, mais qui n'avait pas d'expérience dans la création de produits. Et donc, il m'a fait un produit rapidement. Et le produit était, en tout cas, les critiques que j'ai eues sur le produit, c'est qu'il était un peu bâclé. C'est quelqu'un qui est très compétent dans son domaine, c'est-à-dire l'IA, mais pas forcément autant dans la création de formation. Et donc, ça a été, voilà, c'était pas au niveau du standard des formations que je vends habituellement. Et donc, c'est peut-être la première ou la deuxième fois que ça m'arrive, mais ça m'arrive pas souvent. Mais ayant vu qu'il y avait pas mal de clients qui étaient mécontents, j'ai envoyé un mail d'excuses en leur proposant un remboursement intégral. Donc, c'est marrant que tu me poses la question pour cette formation en particulier parce que c'est un échec. Désolée, du coup, sans savoir, j'ai appuyé là, il fallait pas. C'est pas grave parce que on peut en parler, c'est intéressant, tu vois. Moi, j'ai cette approche-là de il faut aller vite. Moi, j'aime bien l'ancien slogan de Facebook qui est Move fast et break things. C'est un truc que tu peux faire seulement quand tu es petit. Quand tu es Facebook, à l'état où est Facebook aujourd'hui, tu peux plus le faire. On a bien vu tous les problèmes que ça leur a causé. Mais quand tu es petit, c'est ce slogan Move fast and break things. C'est un truc qui peut vraiment te permettre d'explorer très, très vite ta thématique et d'avancer très, très vite. Par contre, il y a des ratés. Et là, c'était le cas, c'était un raté. Et c'est intéressant parce que la formation, ça a été ma meilleure vente, enfin vraiment mon meilleur lancement de tous les temps, je crois. Enfin, on a dû faire quelque chose comme 60 000 euros en 3-4 jours. Enfin, c'était hallucinant. Incroyable. Et pour une formation à 200 euros, donc vraiment beaucoup, beaucoup de ventes. Et bah, tu vois, j'ai voulu aller trop vite, ça n'a pas marché. Et donc, c'est pas grave, hein, on a remboursé tous les clients qui étaient mécontents. Et puis, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Donc, moi, c'est mon approche. Et je pense que les gens qui me suivent, ça convient pas à tout le monde, mais les gens qui me suivent, je pense qu'ils sont OK avec ça. Parce qu'ils aiment justement être les premiers à savoir. Ils aiment avoir des exclus, ils aiment cet esprit un peu d'innovation, d'exploration que je transmets dans mes formations, quitte à parfois avoir un raté de ce genre. Eh ben écoute, je suis très contente. Déjà, merci pour ta transparence, tu vois, d'avoir dit OK, ça a foiré. Et c'est une parfaite transition pour une autre question que j'avais très envie de te poser aussi. C'est qu'aujourd'hui, tu as une base de données de quoi, 15 000 clients, un truc comme ça? Plus, je sais pas si tu peux partager les chiffres, mais On doit être autour de, je sais pas, 20-30 000. Après, c'est pas que des clients, des clients payants, tu vois. Il y a aussi des gens qui ont téléchargé des formations gratuites à certains moments. Mais ouais, on doit être autour de 20 000 peut-être. C'est juste énorme. Je pense que c'est potentiellement une des plus grosses du marché de l'infoprenariat aussi. J'imagine qu'il y a autant des bases de super fans que des bases de personnes qui sont pas contentes ou qui viennent pour critiquer, etc. Quelle est toi la place que tu donnes au customer care et au service client au sein de ton business? Moi, je suis pas vraiment focalisé là-dessus. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui est super compétent, une fille qui est super compétente qui s'occupe de mon support client et qui va répondre à toutes les demandes quand il y a des demandes, tout ça. Et si tu veux, moi, je préfère vraiment me concentrer sur les lancements de produits, sur le marketing, sur le branding, sur les contenus. Et en fait, ce que je fais pour le support client, c'est que j'ai quelques règles. Par exemple, on préfère perdre une vente que perdre un client. Donc, toujours cette optique long terme, c'est-à-dire que s'il y a un client qui n'est pas content, on le rembourse, c'est pas grave. S'il y a, comme l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, s'il y a une formation où il y a trop de demandes de remboursement, c'est simple, on propose un remboursement à tout le monde. Voilà, on a cette optique-là on vend des produits qui sont pas trop chers. Si les gens sont pas contents, on les rembourse. Et moi, j'essaie de faire de mon mieux, si tu veux, pour faire les meilleurs produits possibles. Mais derrière, il n'y a pas vraiment de customer care. Moi, je suis plus dans la création de contenu. Donc, en fait, si tu veux, comment expliquer ça? C'est que moi, je me vois comme un auteur, beaucoup plus que comme un entrepreneur. Et tu vois, un auteur, je sais pas, il écrit des bouquins, il fait son truc. C'est un truc d'introverti, tu vois. Il fait son truc de son côté. Et ensuite, il transmet. Mais une fois qu'il a transmis, il n'est pas là à regarder les commentaires Amazon sur son bouquin, tu vois. Il est en train d'écrire le bouquin suivant, il est en train de se focaliser sur sa prochaine création. Et moi, j'ai un peu cette optique-là avec les formations et avec mes contenus. C'est que ça part vraiment de moi, tu vois. C'est une introspection. Évidemment, je suis à l'écoute de mon marché, de ce que veulent les gens. Mais je vois pas mes formations comme une expérience complète, quelque chose. Voilà, pour moi, c'est une brique. Et c'est pour ça que j'en lance beaucoup. C'est que le but, c'est que les gens, ils ajoutent la brique à leur activité, à leur arsenal, et puissent évoluer petit à petit en ajoutant des briques dans leur activité. Pour moi, c'est ça le client idéal, tu vois. C'est le client qui est en formation continue avec moi et qui peut pas se former. En tout cas, c'est difficile pour lui de se former ailleurs que chez moi parce qu'il a bâti son activité ou son projet sur mes méthodes. Et je pense que c'est une très bonne manière de se différencier. Il y a différentes manières de coincer les clients chez soi. Il y a la manière, comme les opérateurs téléphoniques, qui consiste à mettre des engagements et à forcer les gens à rester. Et il y a la manière comme Apple, qui consiste à faire des produits qui sont tellement bien, ou à faire une expérience qui est tellement, tellement positive pour les gens qu'ils n'ont pas envie de partir. Et moi, mon but, c'est ça, c'est de créer un ensemble de méthodes, d'idées, un écosystème, voilà, qu'on peut vraiment penser, c'est faire cette analogie avec Apple, un écosystème pour faire en sorte que les gens soient tellement bien dedans, si tu veux, qu'ils ont envie de continuer à se former avec moi. Et sur ce qui est du support client,
moi, j'ai toujours eu cette optique, aussi bien en tant que consommateur qu'en tant que vendeur, que moins il y a de service client, mieux c'est. En fait, si le produit fonctionne, si le produit est bon, il n'y a pas besoin de support client. Moi, j'ai pas envie d'aller voir mon banquier, tu vois. Pour moi le fait qu'une banque ait un bon support client, enfin, en tout cas, il y a qu'il y ait de l'humain, qu'il y a des relations et tout, moi, je m'en fiche, tu vois. Parce que pour moi, une banque qui marche, c'est une banque où tu n'as jamais besoin d'appeler ton banquier parce que tu as une app, tu appuies sur un bouton et ta carte, elle n'est pas bloquée, tu vois. Et donc, j'ai cette même approche avec mes formations où moi, je me suis formé avec des formations individuelles. J'ai jamais eu besoin de me faire accompagner, j'ai jamais eu besoin de coaching. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, c'est mon cas. Et donc, je crée des formations pour des gens comme ça, pour des gens comme moi, qui aiment bien se former de leur côté, qui prennent des trucs dans mes formations, qui les appliquent à leur manière et qui font leur petite soupe avec tout ça. C'est ultra intéressant comme approche. Je vois totalement ce que tu veux dire. Je vois aussi totalement que ça peut pas correspondre à tout le monde. Mais du coup, toi, ça correspond, tu l'as dit, à ton client idéal, qui sont des personnes comme toi qui aiment avancer en autonomie, qui aiment prendre la connaissance et ensuite l'adapter et itérer dessus de leur côté, mais qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un échange avec un formateur ou des C'est ça. feedbacks sur leurs exercices, des choses comme ça, quoi. Même en tant que consommateur, tu vois, de formation, ça m'ennuie, tu vois. J'aime pas me dire, ah merde, il y a un Zoom demain, il faut que je mette dans mon calendrier. Non, tu vois, moi, j'achète la formation, je veux qu'elle soit courte, je veux qu'elle soit efficace, je veux qu'elle soit dense, je veux qu'il y ait tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur. Je vais là-dessus, je sais pas, j'ai un vol demain à Paris-Tokyo, je suis toute la formation dans le vol, je vais prendre des notes, j'arrive à Tokyo, mon premier mail, j'applique les conseils, tu vois. Pour moi, c'est comme ça que je suis des formations et donc je crée des formations pour des gens qui sont un peu dans cette optique. Et tu as l'impression qu'aujourd'hui, la majorité de tes clients sont de cette personnalité-là et de cette trempe-là aussi. En tout cas, je pense qu'on attire des gens qui nous correspondent, donc je pense que oui. Bah justement, en parlant de client idéal et d'attirer des gens qui nous correspondent, on m'a posé cette question parce que moi, mon deuxième prénom, c'est Madame Client Idéal. Je rabâche les oreilles de tout le monde et de tous mes élèves avec ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu travailles dans ton business et est-ce que c'est quelque chose dont tu es persuadé de l'utilité aujourd'hui ou alors pas du tout parce que tu as cette optique justement de je suis un auteur et je suis pas là pour contenter un public mais je suis là pour sortir mon art et puis après ceux qui sont intéressés le prennent. Ouais, c'est un peu ça. Moi, je découvre en fait mon client idéal tous les jours. C'est très curieux parce que je fais un truc, je pense que ça va attirer tel type de personne et en fait, ça attire tel type de personne. Et je me rends compte que un truc que j'adore faire, c'est faire des rencontres abonnées. Et j'en fais notamment quand je voyage. Donc là, j'en ai fait une à Tokyo il y a quelques semaines, j'en ai fait une à Taipei, là, j'en ai fait une hier à Bangkok. On était 25. Et c'est super intéressant de voir les profils des gens qui viennent. Il y a des profils qui sont très différents, ce qui fait que c'est très difficile pour moi de mettre dans une case. Voilà, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des vieux, il y a des jeunes. Il y a des gens qui sont en mode Rolex, NFT, Dubaï. Et il y a des gens qui sont en mode harmonie, machin, bonheur, tout ça. Il y a tout aussi une base. Il y a toute une base aussi de mon audience qui sont dans l'ésotérisme et dans ces trucs-là. Alors que moi, j'en parle jamais, tu vois. Et du coup, ça m'enchante quand je découvre ça. Je me dis, ah, cool, tu vois, il y a des gens qui me suivent, qui sont différents, qui sont dans des trucs complètement. Voilà, quand tu rassembles tous ces gens-là, on se demande un peu ce qu'ils font tous ensemble. Et je me dis, c'est ça mon audience. Donc, je la découvre. Et en fait, moi, je suis parti de ce principe-là que j'ai commencé par faire le contenu que j'avais envie de faire, notamment avec des vlogs, avec des contenus personnels. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait une audience que ça intéressait. Et petit à petit, bah, évidemment, je teste des trucs, je lance des vidéos, je regarde si ça fait des vues, si les gens réagissent bien. Je lance des formations, je regarde si ça fait des ventes. Je pense que la vente, quand tu fais une formation, c'est quand même la meilleure validation. C'est la meilleure forme d'engagement. Tu vois, on peut parler des likes, des commentaires, mais enfin, c'est rien à côté de quelqu'un qui dépense 100, 200 euros pour t'écouter parler pendant 2 heures. Tu vois, on est vraiment sur un niveau d'engagement qui est supérieur. Et donc, je regarde ces chiffres-là et j'essaye de faire un peu plus de ce qui marche. Et je pense que c'est vraiment que ça. Hein. L'entrepreneuriat, c'est ça. Tu commences par faire un truc tout simple. Au début, ça marche pas, donc tu fais plein d'itérations différentes. Au bout d'un moment, tu as un petit bout d'embryon de trucs qui marchent. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu optimises. Tu fais un petit peu plus tous les mois de ce qui marche le mieux dans ce que tu fais. Et en fait, au bout de 10 ans, bah, tu te retrouves à faire 1 million. Et c'est pas la nature de ce que je fais n'a pas changé. J'ai juste optimisé pendant 10 ans. Et c'est ça, en fait. Et donc, ouais, sur le client idéal, je pense que les approches sont différentes là-dessus. Je pense que la tienne est complètement valable. Mais pour moi, ça ne fonctionne pas. Parce que j'ai cette approche de je crée mon truc et on va bien voir qui ça amène. Et ensuite, je regarde ce qui marche et je fais un peu plus de ce qui marche. C'est tout. Et c'est pour ça que j'adore cet échange, parce que j'ai l'impression que toi et moi, on a la même vision, potentiellement aussi les mêmes résultats, mais on a des manières tellement différentes, pour ne pas dire complètement opposées, d'y arriver. Et donc ça prouve qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, il n'y a pas genre une voie unique, que si tu fais pas comme ça, tu vas pas réussir, mais qu'au final, tant que tu t'écoutes et que tu es un peu à l'image de ce que tu as envie d'être et de faire ressortir, ça fonctionne, quoi. Ouais. Je suis en train de me prendre une claque sur plein de trucs, genre le client idéal, les formations. Mais je veux pas t'encourager à changer ta manière de faire, parce que je pense que t'as d'excellents résultats dans ce que tu fais, et ça prouve bien qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire. C'est ça qui est intéressant. Et il faut que ça corresponde avec nos valeurs, avec notre personnalité. Voilà, tu vois, c'est ce que tu fais, et t'as raison. Ça me donne pas envie de changer pour autant, parce que je suis pas sûre que j'arriverai à faire comme toi, tu vois, très clairement. Mais je trouve ça hyper rafraîchissant de se dire, bah, tout ce que même moi je peux répéter,
tu es la preuve vivante que c'est pas forcément la vérité et la seule vérité unique, quoi. Pour parler un petit peu justement de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas chez toi, il y avait une question qui a été posée par quelqu'un de l'audience et je l'ai trouvée super intéressante parce que je me la suis posée aussi. Quel impact a eu l'arrêt de la newsletter quotidienne dans ton business? Donc pendant plus d'1 an, je crois, tu faisais du mail quotidien. T'as arrêté. Déjà, pourquoi? Et quel impact est-ce que tu as observé, s'il y en a eu un? Ouais, j'ai fait ça pendant 3 ans, même du mail quotidien, 3-4 ans. Et C'est passé tellement vite. ouais, j'ai commencé en 2018 et j'ai dû terminer en 2021, 2022 peut-être. Le mail quotidien, c'est génial parce que c'est un rouleau compresseur à vente, parce que le mail est la plateforme qui vend le mieux. Et donc forcément, plus tu envoies de mails, plus tu fais de ventes. Maintenant, il y a plein de défauts. Premier défaut, c'est l'acquisition. Tu ne peux pas acquérir une nouvelle audience simplement en envoyant des mails. Il faut faire des pubs, il faut avoir des canaux secondaires pour faire rentrer des gens dans la liste email. Et la deuxième difficulté, c'est qu'il y a énormément de désabonnements. Pas parce que les mails sont mauvais, mais simplement parce que tu envoies beaucoup de mails et qu'au bout d'un moment, les gens ils disent c'est quoi tout ça, tous ces spams là dans ma boîte mail, c'est qui ce mec? Et ils se désabonnent. Et donc, il faut faire rentrer beaucoup de gens. Donc, ça demande pas mal de frais en publicité. Et ça demande aussi un grand engagement de la part des gens qui doivent ouvrir leur mail tous les jours. Il faut le faire, quoi. Réussir à faire en sorte que les gens ouvrent leur mail tous les jours. En termes de vente, ça reste excellent. Et je pense que j'ai changé principalement parce que j'étais fatigué de faire ça et parce que j'avais envie de faire autre chose, hein. C'est juste ça. J'ai pas eu forcément de baisse des résultats parce que j'ai continué à faire de l'email. Je pense que l'important, c'est d'habituer les gens à ouvrir leurs emails, enfin à ouvrir nos emails. Et pour ça, il faut pas seulement envoyer un mail quand on a un truc à vendre, mais il faut envoyer des mails de pur contenu. Et si possible, sur une base régulière. Donc, il y a l'email quotidien qui est la version la plus drastique de ça, hein. C'est quand même un gros engagement. Il faut trouver des idées de sujets tous les jours. Et puis, moi, je suis passé sur un modèle d'email hebdomadaire. Donc, aujourd'hui, j'envoie un email par semaine qui est toujours sur le même format. C'est j'appelle l'email du jeudi. Il y a 5 points différents où je mets en avant un contenu, un créateur, une réponse à une question, une offre. Voilà. 5 points à chaque fois. Et ça marche toujours bien parce que les gens ont pris l'habitude à nouveau d'ouvrir l'email toutes les semaines pour avoir cette valeur. Donc, j'ai toujours de bons résultats. Parce qu'en fait, si tu veux, je pense que j'aurais de meilleurs résultats si je faisais toujours l'email quotidien et qu'en plus, je faisais ce que je peux faire en plus aujourd'hui. Mais si tu veux, le fait d'arrêter l'email quotidien, ça m'a libéré forcément du temps pour faire autre chose. Et donc, ça m'a permis d'avoir de nouvelles sources de trafic, de créer de nouveaux types de contenus, notamment de la vidéo. Je suis très actif sur YouTube en ce moment. Et je pense que YouTube, c'est une très bonne plateforme qui a l'avantage de pouvoir à la fois fidéliser, mais aussi de faire venir de nouvelles personnes, ce que ne pouvait pas faire l'email. Donc, c'était plus une envie de revenir à la vidéo parce que voilà, j'aime bien ça, je suis pas mauvais là-dedans, donc je trouvais ça dommage de ne plus en faire du tout. Très clair. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi ressemble ton écosystème de réseaux sociaux aujourd'hui? Donc, tu as dit que tu étais un peu plus actif sur YouTube. Je sais qu'il y a ton Telegram aussi. Tu as été beaucoup sur TikTok à un moment. Est-ce que tu es encore sur Insta? Enfin, ça ressemble à quoi aujourd'hui dans ton quotidien? C'est toujours, je sais pas si tu as ça aussi, mais pour moi, c'est toujours très difficile de choisir. Il y a une sorte de FOMO, tu vois, oh putain, il y a un réseau qui marche bien en ce moment, faudrait que j'aille dessus. Tiens, il y en a un nouveau qui pop, faudrait que j'aille dessus. Et en fait, ce que je fais vraiment, c'est que aujourd'hui, je poste là où je suis. Je poste là où je consomme. C'est ce que je préfère. Maintenant, j'ai envie de continuer. En fait, sur Instagram, j'ai eu des très, très bons résultats avec les Reels. Alors, c'est intéressant ça, parce que j'ai mesuré les ventes qui venaient des inscrits, qui venaient des Reels sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube Short. Tu vois, donc les mêmes vidéos que je postais sur les trois. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu compares Instagram et TikTok, les deux plateformes, j'avais le même nombre d'abonnés. Les deux plateformes faisaient un nombre de vues à peu près similaire, un peu moins sur TikTok, mais pas beaucoup moins. Et Instagram me rapportait 10 fois plus que TikTok en termes de revenus. Et ça, c'est très intéressant parce que ça m'a permis de voir qu'en fait, il n'y avait pas d'argent sur TikTok et que ça servait à rien, et qu'il fallait que je me concentre sur Instagram. Et donc, pendant 1 an, j'ai vraiment ratissé Instagram et j'ai eu des très bons résultats là-dessus. Et maintenant, je me suis éloigné d'Instagram parce que j'essaye en fait d'arrêter les feeds, d'arrêter de consommer des plateformes qui fonctionnent sur un système de feed, donc tu vois, de infinite scrolling où tu n'arrives jamais au bout. Parce que j'en ai marre du format court, parce que j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de ma capacité d'attention, parce que j'ai envie de rester vif et de me recentrer sur la lecture, sur des formats plus longs. Et donc, c'est difficile pour moi de poster à un endroit où je ne vais plus. Donc, j'ai arrêté là temporairement de faire de l'Instagram. Et maintenant, ce que je fais, c'est je me concentre principalement sur YouTube avec plusieurs formats de vidéos. Je fais des lives, je fais des longs vlogs de voyage, je fais des vidéos tutoriels, des vidéos opinions, etc. Et je viens d'embaucher une monteuse dont un des objectifs va être de me prendre des extraits de ces vidéos-là et les mettre en short sur les plateformes de short. Donc, j'aurai toujours une présence sur ces plateformes-là, mais sans y être. Voilà. Mon but, c'est vraiment de plus ouvrir Instagram parce que j'ai l'impression que c'est pas sain pour moi et j'ai pas envie, si tu veux, d'encourager mon audience à aller sur une plateforme. Tu vois, j'ai pas envie d'être le dealer de drogue qui consomme pas mais qui fait consommer ses clients. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose
pas aligné, j'ai tendance à encourager, je le fais instinctivement, tu vois, sans même y penser, mais j'ai tendance à encourager mon audience à me suivre là où je consomme, là où je suis bien, si tu veux. Et donc, j'ai pas envie, si tu veux, de forcer mon audience à aller voir des contenus sur Instagram si moi, j'y vais plus, quoi. C'est vrai que je reconnais beaucoup en toi, mais depuis le début, cette approche de je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Ou comme tu dis, tu vas pas inciter les gens à faire quelque chose que toi tu fais plus parce que ça te correspond plus ou parce que tu n'y crois plus. Donc ça, c'est plutôt tout à ton honneur, je trouve. Alors, tu me parlais du recrutement de ta monteuse. Et justement, quand on a commencé très rapidement à préparer l'épisode de podcast, on s'est contacté sur LinkedIn du coup. Je te demandais quelles étaient tes actualités du moment et s'il y avait quelque chose dont tu avais envie de parler. Et tu citais le fait que cette année, ton gros focus était de, je cite, recruter une équipe de cracks. Alors déjà, ça m'a fait sourire parce que le terme crack, j'ai trop envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Et surtout, pour moi, tu étais vraiment la personne qui opérait tout seul ou avec genre une assistante ou un assistant. Enfin, je sais pas si Félix se bosse encore avec toi aujourd'hui. Mais voilà, tu étais vraiment dans ton coin et que justement, tu n'avais pas du tout cette volonté d'avoir une équipe. Donc, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que c'est une équipe de cracks? Et comment est-ce que tu comptes t'y prendre pour les recruter? Là, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai changé d'avis, puisque pendant quasiment 10 ans, pour moi, avoir une équipe, c'était plus avoir de liberté, quoi. Enfin, moi, je voyais vraiment ça, parce qu'à l'époque, il y a pas mal d'entrepreneurs sur YouTube qui se filmaient un peu, et moi, ça me déprimait quand je les voyais. Tu vois, c'était genre, ils étaient dans des sortes de bureaux vitrés, style La Défense, ils avaient des gens, des gens qui venaient, machin, et moi, c'était pas ma façon de travailler, tu vois, moi, j'étais en mode un peu digital nomade, un peu voyageur et tout, et voilà, ça me faisait pas envie. Et du coup, je voyais ça comme ça. Pour moi, avoir une équipe, c'était forcément ça, tu vois. C'était show up à 8 h du matin pour montrer l'exemple et tout. Enfin, c'était avoir plein de contraintes. Et donc, pour moi, c'était pas possible. Et c'était une erreur. Voilà, c'était une erreur. Et en fait, je m'en suis rendu compte via 2 événements. Le premier événement, ça a été un voyage que j'ai organisé dans le désert avec des clients en novembre dernier. Donc, on était une dizaine et je me suis vraiment laissé porter par ce voyage. C'était une expérience vraiment folle puisque c'était un voyage un peu mi-coaching, mi-voyage, mi-discussion autour du feu. Et on a eu vraiment des discussions profondes et des tours de table un peu où on se disait, bah voilà, c'est quoi ton objectif maintenant pour l'année prochaine, qu'est-ce que tu vas faire et tout. Et quand est venu mon tour de répondre, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, tous mes problèmes venaient du fait que j'avais trop de trucs à faire tout seul et que j'arrivais pas à gérer, que voilà, j'arrivais pas à choisir, comme je te disais avec les plateformes par exemple, je sais jamais sur quel pied danser, sur le cul entre deux chaises, je sais jamais où aller. J'ai trop de trucs et j'ai trop de choix à faire et ça m'énerve et j'aimerais bien pouvoir me décharger de ces choix, de ces tâches. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, ouais, ça pourrait être bien de commencer à construire une équipe. En plus, j'ai Félix qui bosse avec moi maintenant depuis quoi, au moins 5 ans. Félix, qui est un prodige de tout ce qui est gestion d'entreprise, c'est son truc, tu vois. Moi, je suis l'artisan, lui, c'est le gestionnaire. Donc, il gère la TVA, il gère la compta, il gère la fiscalité, il gère le support client. Enfin, c'est son équipe qui gère mon support client. Et lui, il s'intéresse beaucoup au management. Il a lu pas mal de bouquins là-dessus, il s'est formé là-dessus. Et donc, lui, il est super chaud pour faire grossir la boîte. Il attendait que mon feu vert. Et donc, je me suis dit, bah voilà, on va faire ça avec Félix. Et Félix va m'aider à recruter. Ensuite, il va m'aider à manager. Et puis, moi, mon but, c'est que je puisse continuer à faire ce que j'aime, mais que j'ai derrière une sorte d'équipe de support, voilà, qui peut m'aider à amplifier mon travail. Et donc, ça a été le premier déclic. Et le deuxième déclic, ça a été le million. Donc, le million sur un an. En fait, pour faire 1 million en un an, tu vois, tu vas faire en moyenne 83 000 euros par mois. Ce qui fait que quand j'ai commencé 2023, avec cet objectif accompli pour 2022, je me suis dit, bon, bah maintenant, j'ai envie de le maintenir, et potentiellement de continuer à croître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, en étant tout seul sur la création de contenu, il faut que je fasse rentrer 83 000 euros tous les mois, tout seul, en créant mes formations tout seul, en créant mes contenus tout seul, en créant mes pages de vente tout seul. Et là, j'ai commencé à sentir une pression, petite pression, puis elle a commencé à prendre de l'ampleur, où je me suis dit, mais je peux jamais me reposer, tu vois, je peux pas prendre une semaine de vacances, il faut que chaque semaine, je sois sur le pont en train d'essayer d'imaginer des offres, des trucs. C'est pendant un an, non-stop, le mois d'août, le mois de juillet, enfin, ça a été très intense l'année dernière. J'avais pas envie de revivre une année comme ça. Et là, je me suis dit, OK, on y va, quoi, on fonce. Et donc, j'ai dit à Félix, bah écoute, la première personne dont j'ai besoin, c'est d'une monteuse ou d'un monteur vidéo, parce que parce qu'en ce moment, je suis sur YouTube à fond, ça prend beaucoup de temps, et il y a plein de vidéos pour lesquelles c'est pas très intéressant de le faire pour moi, parce que c'est juste des cuts. Et j'aimerais bien aussi habiller mes vidéos, améliorer la qualité de mes vidéos, ajouter des images, des stock images, etc. Ce qui est un truc qui prend beaucoup de temps et que je prends pas, et donc du coup, ça pénalise un petit peu mes vidéos. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un processus de recrutement. Donc, Félix a fait un long questionnaire comme il aime bien. Je l'ai envoyé à mon audience. Il y a une centaine de personnes qui ont répondu. Sur ces 100 personnes, on a sélectionné 5 profils intéressants. On leur a fait faire un test sur une longue vidéo rémunérée. Et sur le test, on a choisi une personne qui est notre monteuse actuelle, qui est en formation encore pour l'instant, qui s'est vraiment bien débrouillée pour le test. Et donc, le but, ça va être de faire en sorte qu'aujourd'hui, je puisse créer une vidéo, la mettre sur un Google Drive et je m'en occupe plus. Et ensuite, je la retrouve en brouillon sur YouTube et j'ai plus qu'à la publier, quoi. Ça, c'est vraiment l'objectif et que ça ressemble à quelque chose qui me plaît et que ça marche. Et en fait, je me rends compte qu'en faisant ça, moi qui pensais que ça allait me priver de liberté, en fait, ça m'offre
une liberté en plus qui est de soit travailler moins, mais j'ai pas besoin de travailler moins parce que je me suis toujours organisé pour pas trop travailler, tu vois, je travaille que le matin, soit travailler mieux ou en faire plus ou faire de nouvelles choses. Ce que j'ai commencé à faire, par exemple, sur mes dernières vidéos, j'ai commencé à rédiger une introduction parce que quand tu rédiges une introduction, tu peux faire un truc un peu punchy, la vidéo peut mieux marcher. Chose que j'aurais pas pris le temps de faire avant parce que je savais que j'aurais le montage en plus à faire. Et donc, ça me permet de mettre là où j'ai le plus de valeur à apporter, enfin de me concentrer là où j'ai le plus de valeur à apporter plutôt que sur les tâches à faible valeur. Ce que je te dis, c'est une évidence. Tu vois, tous les gens qui ont une équipe le savent depuis longtemps. Mais moi, il m'a fallu 10 ans pour le comprendre. Et aujourd'hui, on a lancé la machine. Je dis pas qu'on va avoir 200 personnes qui vont bosser avec moi. Mais en tout cas, j'aimerais bien avoir une équipe au moins de 5-6 personnes, de personnes qui m'aident voilà, dans les tâches les plus courantes et les plus importantes de mon activité, la vidéo, l'écriture de pages de vente, le copywriting, l'assistance, etc. Et 100% freelance ou est-ce que tu envisages de prendre des salariés? 100% freelance. Si les gens préfèrent travailler en salarié, ils peuvent. En fait, le truc, c'est qu'ils bossent pour l'entreprise de Félix. C'est un peu technique parce qu'on va créer une boîte ensemble. Enfin bref, c'est pas encore terminé, mais pour l'instant, ils bossent pour l'entreprise de Félix qui est en Roumanie. Donc, c'est pas forcément intéressant pour eux d'être salariés en Roumanie. Donc, la plupart préfèrent bosser en freelance. Donc, oui, on a un système comme ça. Hyper intéressant de la part de quelqu'un qui du coup a très vite constitué une équipe, etc. Je comprends les challenges que ça a pu être pour toi et puis je comprends maintenant le soulagement. Et quand tu me parlais justement d'une équipe de crack, qu'est-ce que tu mets comme définition derrière le mot crack? Je veux pas des gens qui soient trop facilement remplaçables. Le but, c'est pas d'aller chercher des gens qui sont déjà incroyables, qui sont les meilleurs talents du domaine parce que c'est compliqué à trouver et parce que bah voilà, c'est des gens qui sont souvent déjà très occupés, qui bossent déjà pour d'autres gens ou qui sont à leur compte. Le but, c'est d'aller trouver des gens qui sont déjà bien et les former pour qu'ils soient encore mieux, pour avoir des gens qui sont vraiment top pour bosser avec moi et qui peuvent vraiment me faire gagner du temps et pas m'en faire perdre. Donc, c'est pas. Voilà, je pense que tu sais exactement la même chose que ce que tu fais. Il n'y a rien d'extraordinaire, rien de particulièrement nouveau. La raison pour laquelle j'ai employé ce mot-là, c'est que trop longtemps, quand j'avais besoin de quelque chose, bah, à un moment, il y a un mec qui m'envoie un mail qui me dit tiens, salut, je peux faire ça pour toi. Et je lui dis allez, on le fait. Et puis, ça marchait pendant quelques semaines. Et puis, au final, c'était pas vraiment comme je voulais. Et puis, je prenais pas le temps de le former. Et du coup, c'était terminé. Et puis, ensuite, ça recommençait avec quelqu'un d'autre. Et du coup, finalement, à chaque fois, ça me confirmait à moi-même que c'était pas une bonne idée de construire une équipe. Mais la vérité, c'est que j'avais jamais pris ça au sérieux et j'avais jamais pris le temps de faire ça bien. Et donc là, avec l'aide de Félix, on essaie de faire ça bien, justement. Et c'est ça, en fait, ça va être le focus de cette année, de prendre le temps de construire une équipe de gens qui sont vraiment compétents. Et peut-être à l'avenir, dans l'entreprise qu'on est en train de créer avec Félix, de pouvoir mettre aussi cette équipe au service d'autres entrepreneurs, on va voir. Mais ça pourrait être intéressant de mutualiser ça. Oh, le petit spoiler, le petit teasing, j'adore. C'est hyper Comment, t'as intéressant. combien de personnes, toi, dans ton équipe, t'as combien de personnes, comment ça marche? 2 salariés, 3 freelance en plus à temps plein, et puis après il y a des prestataires à droite à gauche de manière plus ponctuelle. Ok, c'est cool. Ça fait longtemps, du coup, que t'as construit ton équipe? Les salariés, c'est depuis quelques mois. Donc c'est tout récent, je découvre encore. Pareil, ne sois pas trop pressé de cette partie-là. Mais non, c'est cool, c'est Et cool. tu passes beaucoup de temps à les former ou tu as réussi à trouver des gens qui sont immédiatement Alors ce oui dont et tu as non, besoin? parce que pour le coup, on est 100% aligné sur notre vision. Et c'est pour ça que je t'interrogeais sur la définition du mot crack. Moi, j'appelle ça des pirates, mais c'est-à-dire que moi, je recrute des profils et des personnalités et je les forme. Tu recrutes quelqu'un qui Ok, sait intervenir, qui a plein de intéressant. champs d'action. Tu recrutes quelqu'un qui est hyper positif, qui a envie d'apprendre, qui peut intervenir sur plein de champs. Et ce que j'adore dire de mon équipe et qu'on retrouve dans peu d'autres équipes, c'est que quasiment tout le monde est interchangeable chez moi. Chacun a sa spécialité et son champ d'action. Mais si demain, mon assistante opérationnelle n'est pas là, et ben, ma responsable Customer Care, elle peut prendre le relais sur une automatisation mail, par exemple, tu vois. Et ça, j'adore. Intéressant, Voilà. intéressant. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que c'est peut-être plus important de choisir les gens pour leur qualité humaine que pour leurs compétences techniques, parce que les compétences techniques, tu peux les acquérir, alors que les qualités humaines, non. Et donc, Félix a été très attentif là-dessus, moi moins, mais Félix a été très attentif sur le fait, et dans son questionnaire et dans son entretien, de vraiment choisir des gens avec qui il sait qu'on va pouvoir travailler sur le long terme. Parce que nous, notre objectif, c'est pas d'avoir des gens voilà, qui vont partir au bout de 3 mois parce qu'ils sont partis sur un autre projet, c'est d'avoir des gens qui sont stables et avec qui on peut vraiment construire quelque chose sur des années comme on a fait avec Félix. Ça, c'est un des grands avantages du salariat, c'est que tu t'attaches le talent de quelqu'un en exclusivité et potentiellement sur le long terme aussi. Moi, c'est une des raisons qui a fait que j'ai commencé à embaucher. Ouais, c'est top. J'ai une toute dernière question pour toi, Antoine, histoire de respecter notre timing. Question un peu bateau, mais je pense que toute l'audience se pense et je suis très intéressée d'entendre ce que tu as à dire là-dessus. Mettons que demain, je touche du singe, je touche du bois, tout s'arrête pour toi, il ne te reste plus que tes connaissances. Tu dois tout recommencer à zéro. Quelles sont les premières actions que tu mets en place en priorité? Je crée une liste email, je crée un compte Instagram,
je choisis une thématique assez nichée, mais où il y a une bonne demande. Et je commence à faire des reels sur Instagram. Je commence à faire des reels sur Instagram un par jour dans cette thématique-là, avec à chaque fois un appel à l'action vers la liste email. Dès que j'ai quelque chose comme voilà, une petite audience sur Instagram, j'essaie de faire peut-être des interviews, des partenariats, faire venir un peu d'audience d'ailleurs. Dès que je commence à avoir quelque chose comme 500 abonnés à la liste email, je lance même pas 500, je pense qu'à partir de 100 ou 200, je peux le faire. Je lance une offre de coaching, d'accompagnement individualisé. Et une fois que j'ai 1000, 2000 abonnés, je commence à vendre des formations et j'essaie de reconstruire la même chose. J'adore. J'aurais dit la même chose à ta place. 100% la même chose. Trop cool. Commencer tu sais, avec des outils simples. Ce qui a vraiment été un choc l'année dernière, c'est que j'ai rencontré des mecs entre 18 et 20 ans, plusieurs, qui faisaient entre 15 et 20 000 euros par mois avec un compte Instagram et un Podia. Et c'est tout. Ils n'avaient même pas de liste email, tu vois. Un compte Instagram, un Podia. Et toi, tu te dis, putain, mais qu'est-ce qu'on se fait chier avec nos sites web, nos blogs, nos machins, mais ils ont tout compris à la vie, tu vois. Ils ont un Instagram, ils bossent sur leur Instagram toute la journée, ils se donnent du mal pour faire des bons trucs, ils convertissent dans les stories, ils envoient les gens sur leur Podia, ils vendent des formations et ils font plus de 10 000 euros par mois, à même pas 20 ans avec ça. Donc, quand tu vois des gens qui se sont lancés bien après toi et qui, du coup, ont pris des raccourcis, c'est inspirant pour nous parce que ça montre que en fait, ce qu'on fait, on peut le faire de manière beaucoup plus simple. Et donc, on peut aller beaucoup plus loin, tu vois. Je précise pour l'audience, quand on parle de Podia, c'est une plateforme d'hébergement de formation en ligne, dont tu es grand ambassadeur en France aussi. Ouais, j'adore cette plateforme. C'est bien, c'est propre, c'est minimaliste, c'est beau. Ouais, j'ai commencé par là aussi avant de migrer pour plein de raisons vers une autre, mais j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Ah, c'est dur, ça. Moi, je m'intéresse toujours à ce que je suis en train de faire en ce moment. Tu vois, c'est très centré. En ce moment, je m'intéresse beaucoup au format vlog parce que c'est un format que j'ai repris là, depuis que je suis en voyage. Et je l'ai pris d'une manière différente de ce que j'avais fait avant. C'est qu'au lieu de faire plein de petits vlogs, de faire des petts vlogs quotidiens qui t'épuisent et qui te dégoûtent très vite, je me suis mis à faire ce que j'appelle des slow vlogs, en m'inspirant d'ailleurs un peu d'Emma Chamberlain. Tu connais ou pas? C'est tu sais, l'américaine ultra connue qui fait des vlogs où il se passe rien et qui font 10 millions de vues. Là, c'est bien rageant. Et je me suis rendu compte en fait que c'est un truc de fou parce qu'elle fait des millions de vues. Et le titre du vlog, c'est genre Auguste, tu vois, genre août, sans rien, il n'y a même pas un point, il n'y a même pas de majuscule. Et en gros, il y a des plans de 10 secondes où elle montre une rue avec 3 personnes qui passent et un pigeon. Et en fait, les gens adorent parce que c'est calme, quoi, c'est reposant. Et j'ai vu ça et je me suis dit, mais ouais, j'ai bien envie de faire des trucs comme ça et d'intégrer là-dedans de la valeur. Donc, parler un petit peu de ce que j'aime, d'entrepreneuriat, de lifestyle, tout ça. Et en même temps, de faire un peu de tourisme, de voyage, de divertissement, etc. Et j'ai publié 2 épisodes, un premier de 20 minutes, un deuxième de 40 minutes. Et j'ai des commentaires qui sont vraiment. Il y a un mec qui m'a dit qu'il avait regardé 2 fois. Il y a un autre mec qui m'a dit que c'est la première fois qu'il regardait une vidéo YouTube en x1. Et vraiment des commentaires très, très enthousiastes. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Parce que personne ne fait ça. Je connais très très peu de gens qui font ce format-là sur YouTube. En tout cas, pas beaucoup d'infopreneurs qui prennent le temps de faire des vlogs parce peut-être qu'on a l'impression que le vlog c'est un format trop divertissement et que voilà, ça va pas attirer d'audience. Et c'est vrai, ça attire pas beaucoup d'audience. Mais pour l'audience qui te suit, c'est un format à très très haute valeur, j'ai l'impression. C'est un format qui permet de fidéliser, c'est un format qui permet d'affirmer ton style, de transmettre tes valeurs, de montrer comment toi tu vis ta thématique, comment tu incarnes les conseils que tu donnes. Et c'est un format qui fait la différence, je pense, entre toi et tes concurrents. Donc, s'il y avait une question que tu aurais pu me poser, auquel j'aurais bien répondu et à laquelle j'ai répondu, c'est est-ce qu'il y a un format qui t'intéresse en ce moment et qui est peut-être sous-coté sur YouTube? Eh ben, merci de l'avoir souligné. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai commencé à faire un peu ce format. Alors moi, c'est sous forme de Reels. C'est un Reels de 1 minute, 1 minute 30 par semaine qui est mon vlog de la semaine. On a lancé ça depuis début 2023. Et franchement, pareil, comme tu dis, ça n'attire pas d'audience, mais ça fidélise de ouf, quoi. Ça, c'est indéniable. Exactement. Après, ça correspond peut-être pas à toutes les personnalités. Tout le monde n'a pas envie de faire ça. Et il faut aussi avoir un peu d'audience de base parce que si tu fais des vlogs et que personne te connaît, ça va être un peu triste. Ça va être un peu vide, quoi, la section commentaires. Quoique. Ça peut marcher. Bah, regarde Casey Neistat au départ, hein, il a commencé comme ça. Hein. Ah, il avait déjà une petite audience quand même. Il avait déjà de l'audience. Hein, quand même. Mais il a réussi à exploser dans l'algorithme avec des vlogs. Donc, c'est le papa des vlogs, lui, hein, de toute façon. Ouais, c'est clair. Un génie. Bah, je sais que c'était une grande inspiration pour toi, encore plus quand tu t'es lancé. Ouais, c'est un artiste, Casey Neistat. Et c'est agréable de voir des artistes. À l'heure de MrBeast, c'est agréable de voir des artistes sur YouTube, je trouve, parce que t'as vraiment l'industrie, t'as le fast-food et t'as le 3 étoiles tu vois, qui te fait vraiment des trucs travailler avec de l'émotion, avec de l'humain. Et pour moi, Casey Neistat, c'est ça.
J'adore ce mec. Est-ce que tu as peut-être d'autres recommandations ou d'autres inspirations à nous partager avant que je mette fin à ce vlog? Tu vois, j'ai déjà parti dans le truc. À ce podcast. Il a même pas relevé, il était avec moi, quoi. Ouais, non, mais ça me paraissait tout à fait ok de dire ça. Ah, c'est dur parce que il y en a plein en fait. Il y en a vraiment plein. Ou un dernier truc qui t'a marqué récemment, une lecture, un épisode de podcast, une vidéo où tu t'es dit, oh putain. Ça n'a rien à voir, hein, mais dans une lecture, j'ai lu un livre sur le sommeil qui s'appelle Why We Sleep. Enfin, Pourquoi nous dormons d'ailleurs, j'ai lu en français, il a été traduit. Et qui est très intéressant parce que j'ai vraiment ratissé en long, en large et en travers tous les trucs pour améliorer sa santé, machin, le glucose, tout ce que tu veux. Mais le sommeil, j'avais jamais fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, c'est quand même important. Et que c'est important d'en prendre soin. Et je pense que même pour revenir à notre thématique, même en tant qu'entrepreneur ou créateur de contenu, enfin, tu dois voir la différence entre un jour où tu as bien dormi, un jour où tu as mal dormi. L'impact sur ton énergie, sur ton humeur et sur tes capacités créatives est absolument énorme. Donc, faut en prendre soin du sommeil. Trop bien, merci pour la ref. Prochaine lecture pour moi. Je suis sur le glucose en ce moment, mais après, ce sera le sommeil aussi. Ok, top. Glucose Révolution, c'est ça? Ouais, mais du coup, j'ai continué à creuser un petit peu plus loin. Ok, bien. Tu me diras, ça m'intéresse. Ça marche. Antoine, je vais pas prendre plus de ton précieux temps. Je sais que tu as un emploi du temps chargé, mais un grand merci. Pas du tout. Pas du tout, mais là, il s'avère que j'ai un petit apéro avec des potes, mais vraiment... Mais j'essaie de te sauver la face, tu sais. Non, c'est très aimable, hein, mais je vais pas... Non, personne n'y croira, donc non. Là, il s'avère que c'est l'heure de l'apéro pour moi, donc voilà, c'est tout. Il est 20h à Bangkok, c'est pour ça. Chanceux. Merci beaucoup pour toute la valeur que tu as donnée dans le podcast, aussi pour ta transparence, je trouve, sur ce qui marche, ce qui marche pas, tes chiffres à certains moments. Je trouve que ça a énormément de valeur et j'espère que tout le monde aura autant kiffé que moi. Donc merci pour ça. Merci beaucoup pour ton invitation et j'ai hâte de continuer à écouter tes podcasts, ils sont super. Merci, ça fait plaisir. Et voilà les amis, j'espère que cette conversation, cet échange vous a plu et que vous en avez retiré pas mal de valeurs, des conseils, des astuces. Ce que j'admire beaucoup chez Antoine, c'est sa capacité à déconstruire, déstructurer quelque chose qui pourrait paraître être un concept ou une stratégie compliquée et à la rendre extrêmement simple. CF, par exemple, sa réponse à la toute dernière question sur qu'est-ce qu'il ferait s'il devait recommencer à zéro, j'ai trouvé ça limpide, clair, simple, efficace et je me suis dit, bah oui, c'est exactement ce que je ferais aussi si j'étais à sa place. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, même si, vous l'avez bien compris, on n'est pas toujours d'accord, on n'a pas toujours la même vision sur pas mal de choses. Mais c'est bien la preuve qu'il n'y a pas qu'une seule manière de réussir en business, qu'une seule manière de faire, qu'un seul style de plan d'action qui fonctionne, mais plutôt que l'important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour nous, ce qui est notre patte, ce qui est notre personnalité, et de s'accrocher à ça. Et surtout, là, pour le coup, Antoine et moi, on est d'accord, de constamment faire des tests et itérer dès qu'on trouve quelque chose qui marche, dès qu'on a un embryon d'idée qui commence à créer un momentum, un embryon de mayonnaise qui commence à commencer à se diriger vers ça et à itérer. C'est vraiment, on va dire, le truc que je retiens de cet épisode avant toute chose. J'espère que ça vous a plu, vous connaissez la chanson. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre une note et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute, tout particulièrement si vous êtes sur Spotify ou si vous êtes actuellement sur Apple Podcast. Un grand merci aux plus de 1000 personnes, ça y est, on a passé les 1000 avis sur Apple Podcast, donc à toutes ces personnes qui ont pris le temps de laisser un petit commentaire depuis tous ces mois et toutes ces années. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!